Le désert est en train de gagner du terrain sur la Chine comme un front silencieux. Plus d'un quart du territoire s'est déjà transformé en zone désertique et, sur certaines bordures, les dunes avancent d'environ 21 mètres par an, engloutissant tout sur leur passage. Les tempêtes de sable détruisent dans des récoltes entières, paralysent des routes, provoquent des pertes de plusieurs milliards et poussent dans plus de 400 villes vers une crise de l'eau qui menace des millions de personnes. C'est comme si le semi-aride du nord-est brésilien s'étendait année après année, avalant de nouvelles villes, des fermes et des routes, sans jamais faire de pause. Face à ce scénario, la Chine a décidé d'affronter la désertification avec une stratégie radicalement simple, fondée sur des solutions à bas coût et presque sans utilisation d'eau. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment cette avancée a commencé, quelles régions sont les plus menacées, et quelles solutions d'ingénierie permettent aujourd'hui de maintenir le sable en place. Bien avant que la paille ne devienne une arme contre le désert, la Chine a misé sur une idée classique: planter des arbres à grande échelle. Depuis 1981, une loi fait du 12 mars une sorte d'obligation verte. Les citoyens âgés de 11 à 60 ans doivent donc planter chaque année de 3 à 5 jeunes plants ou participer à des actions équivalentes de reboisement. Fait étonnant, dans la pratique, cela a cessé d'être perçu comme une simple formalité administrative. Étudiants, soldats, fonctionnaires et agriculteurs vivent la plantation comme un véritable rituel collectif. Certains couples choisissent même de marquer leur mariage en plantant des arbres côte à côte, comme un symbole de promesse qui s'inscrit dans la durée. En parallèle, le gouvernement a lancé ce que l'on appelle la Grande Muraille Verte, une bande forestière de plus de 4500 km qui traverse le nord, le nord-est et le nord-ouest du pays, pensée pour bloquer les tempêtes de sable venant des déserts de Gobi et de Taklamakan. Au fil des décennies, cette politique a produit des chiffres difficiles à imaginer. On estime que plus de 50 milliards d'arbres ont déjà été plantés, l'équivalent de multiplier plusieurs fois le stock forestier de régions entières comme la Californie. En termes de surface, c'est comme si l'on dessinait une couche de forêt jeune sur une grande partie de la carte des États-Unis. Sur les photos satellites, des couloirs autrefois jaunâtres ont commencé à se couvrir de taches vertes, traçant une sorte de cicatrice végétale le long de la bordure du désert. Sur le papier, le plan semblait parfait. Une barrière vivante qui retient le sable à l'extérieur et protège, à l'intérieur, villes, exploitations agricoles et lignes ferroviaires. Sauf que la lisière d'un grand désert est un endroit où toute solution simple se complique très vite. Aux abords du Taklamakan, par exemple, les vents parviennent à pousser des dunes entières de plus de 21 mètres par an. Environ 80% de la zone est composée de dunes mobiles qui se déplacent en permanence. Dans un environnement pareil, le sol retient à peine l'eau, la matière organique est quasi inexistante et le soleil expose sans pitié les jeunes racines. Des chercheurs de l'Université de sylviculture de Pékin ont relevé, dans certaines zones arides, des taux de mortalité des jeunes plants de l'ordre de 85%. Beaucoup d'arbres fraîchement plantés sèchent avant de pouvoir enfoncer leurs racines en profondeur. D'autres sont tout simplement ensevelis lorsque la dune voisine avance. On a un peu l'impression d'essayer d'écoper un bateau qui prend l'eau. On plante pendant toute une année pour perdre presque tout à la saison suivante. Cette difficulté n'est pas propre à la Chine. D'autres pays confrontés à un climat sec et à l'avancée de zones arides ont eux aussi dû chercher des solutions coûteuses et sophistiquées. En Israël, la réponse historique est venue des systèmes d'irrigation goutte à goutte, qui déposent l'eau directement au niveau de la racine de chaque plante, réduisant les pertes par évaporation et rendant possible l'agriculture sur des sols pauvres. La technologie fonctionne, mais elle exige une infrastructure complexe, de l'énergie, des réseaux de tuyaux, de la maintenance et un apport constant d'intrants. En Arabie Saoudite, le choix a été d'augmenter l'offre d'eau grâce à d'immenses usines de dessalement qui transforment l'eau de mer en eau douce. Cela sécurise l'approvisionnement dans certaines régions, mais au prix d'investissements de plusieurs dizaines de milliards de dollars, d'une forte consommation d'énergie et de la production de saumure concentrée rejetée ensuite en mer. Dans ce contexte, la décision chinoise de s'attaquer à la désertification en misant sur une ressource déjà abondante a attiré l'attention. Plutôt que de ne compter que sur des systèmes d'irrigation sophistiqués ou de multiplier les grands ouvrages hydrauliques coûteux, la stratégie s'est tournée vers un résidu agricole souvent perçu comme un problème, la paille. À partir de là, l'ingénierie déployée contre le désert a pris une trajectoire très différente des solutions habituellement adoptées ailleurs dans le monde.
Pour comprendre pourquoi la Chine a choisi d'utiliser la paille contre le désert, il faut d'abord regarder ce matériau pour ce qu'il est vraiment. Quand un champ de riz, de blé, de maïs ou d'avoine arrive à maturité, ce qui intéresse le marché, ce sont les grains. Ils partent vers la récolte, le séchage, le stockage. Le reste de la plante, fait de tiges et de feuilles, sèche sur place et devient ce que l'on appelle la paille. En termes simples, c'est de la biomasse végétale sèche, sans valeur apparente, qui occupe de l'espace après la récolte. Dans de nombreuses régions rurales, cette paille a longtemps été perçue comme un résidu encombrant. Beaucoup de volume, peu d'usage et un coût logistique pour l'évacuer. En Chine, ce reste a pris l'échelle d'un méga-projet. Le pays fait partie des plus grands producteurs de riz au monde, avec chaque année des centaines de millions de tonnes récoltées. Chaque campagne génère une quantité équivalente de paille. Si l'on additionne riz, maïs, blé et autres cultures, la production annuelle atteint facilement plusieurs milliards de tonnes de biomasse agricole. Il y a tellement de paille qu'il serait presque possible de former des chaînes de montagnes artificielles si tout était empilé au même endroit. Cet excédent, concentré surtout dans les grandes plaines fertiles de l'Est, a créé un paradoxe. D'un côté, un désert qui progresse faute de matière organique. De l'autre, des champs couverts de résidus végétaux sans destination claire. Pendant longtemps, les options étaient bantes au nombre de 2. La première consistait à brûler la paille directement dans le champ, juste après la récolte. Le feu nettoyait la parcelle rapidement et à moindre coût, libérant le sol pour la culture suivante. Mais cette méthode générait d'épaisses nappes de fumée qui envahissaient les routes, réduisèrent pour la visibilité et provoquaient torsamment de graves accidents. En période de sécheresse défrequente, les flammes débordaient parfois sur des zones boisées, déclenchant des incendies de forêt difficiles à maîtriser. Sans surprise, le brûlage à ciel ouvert a fini par être interdit dans plusieurs régions. La seconde option consistait à broyer la paille et à l'incorporer au sol comme matière organique. Dans ce contexte, des initiatives locales ont commencé à apparaître pour transformer la paille en ressources commercialisables. Des entreprises de recyclage rural se sont mises à racheter la biomasse aux agriculteurs. La paille de meilleure qualité a trouvé sa place dans la fabrication de levain utilisé pour la distillation de boissons et dans certains procédés industriels. La paille plus grossière ou moins homogène a, elle, été transformée en matériaux d'emballage pour des industries comme l'acier, le verre et d'autres secteurs ayant besoin d'une protection bon marché pour le transport. Dans certains districts, des écoles désaffectées et d'anciennes usines ont été reconverties en centres de collecte, de séchage et de pressage de la paille, créant une chaîne de valeur là où il n'y avait autrefois que du gaspillage. Peu à peu, le récit a changé. Ce que beaucoup voyaient comme un déchet agricole s'est transformé en intrant stratégique, avec un prix, une logistique et une planification dédiées. Quand la désertification est entrée dans la liste des priorités nationales, cette nouvelle économie de la paille était déjà en marche. Il a suffi de relier les points. Un pays confronté à un désert qui avance par manque de couverture végétale et en même temps un surplus gigantesque de biomasse sèche en quête d'utilité. De cette rencontre est née une autre vision. La paille a cessé d'être un problème pour l'agriculture et a commencé à être traitée comme l'or brun des projets de lutte contre l'avancée du sable. Dans les plaines fertiles de l'Est chinois, la paille naît au bord des routes asphaltées et des canaux d'irrigation. Pour que ce matériau atteigne le cœur des déserts de Gobi et de Taklamakan, la logistique doit traverser des milliers de kilomètres dans des conditions hostiles. Des poids lourds, chargés au maximum, parcourent de longues distances sous des températures qui dépassent facilement les 45 à 50 degrés et affrontent des tronçons où l'asphalte disparaît, laissant place à de simples pistes de sable compactées. Le coût annuel de cette opération se chiffre en plusieurs centaines de millions de dollars et représente plus de 2 millions de trajets, dans un circuit continu qui relie les campagnes humides à cet immense océan de dunes. Lorsque la paille atteint enfin la bordure du désert, le travail change d'échelle, mais pas de pénibilité. Des équipes entières d'ouvriers s'avancent dans des zones où le vent projette les grains de sable comme de minuscules aiguilles qui traversent la peau et le tissu des vêtements. À la pelle et à la pioche, ils creusent de légères tranchées en dessinant un quadrillage, disposent des faisceaux de paille côte à côte et forment des carrés réguliers d'environ 1 mètre sur 1 mètre, puis ils recouvrent l'ensemble d'une fine couche de sable pour l'ancrer dans le sol. Sous une chaleur extrême, la sueur s'évapore avant même de couler.
et la journée de travail n'est possible qu'avec des rotations courtes, des tissus humides sur la tête et des pauses fréquentes pour éviter les malaises. À mesure que ces damiers de paille se déploient à la surface, le désert lui-même commence à réagir de façon inattendue. Le vent, qui auparavant ne faisait que déplacer du sable meuble, se met à déposer des graines d'espèces locales dans chaque interstice du quadrillage. Des plantes déjà adaptées à la sécheresse, mais qui n'avaient nulle part où s'accrocher, trouvent abri entre les bottes de paille. En environ 3 ans, la paille se décompose, se transforme en engrais naturel et nourrit les premières racines profondes. Le paysage, qui n'était qu'un tapis uniforme de dunes mobiles, commence à se parsemer de taches vertes et à prendre une texture plus irrégulière. Des études de terrain ont mesuré l'effet direct de cette intervention. Dans les zones traitées avec ces mailles de paille, la vitesse de déplacement du sable a chuté jusqu'à 99,5%, ce qui revient, dans les faits, à des dunes quasiment immobilisées. À mesure que les projets avançaient, il est devenu clair que le principal goulot d'étranglement ne se trouvait pas dans les idées, mais bien dans les bras disponibles. Les preuves les plus concrètes de cette stratégie se lisent dans les infrastructures qui traversent le désert. La ligne ferroviaire Baotou-Lanzhou, longue de près de 1000 km dont environ 140 km à travers le désert de Tengger, a déjoué les pronostics d'échec en restant stable pendant des décennies grâce aux mailles de paille, au point de recevoir un prix national de progrès scientifique et technologique. Des routes plus récentes ont repris ce modèle. Une chaussée d'environ 122 km a permis d'économiser des millions de mètres cubes de matériaux et des centaines de millions de litres d'eau en combinant pierres et trames végétales, créant tout autour une ceinture verte qui protège l'asphalte. Quant à la route du désert de Taklamakan, longue d'environ 560 km dans une région où environ 80% de la surface est composée de dunes mobiles, elle reste ouverte grâce à la combinaison de paille et de plantes résistantes, dessinant vue du ciel un réseau vivant qui maintient le sable en place. Et vous, qu'en pensez-vous? Transformer des résidus agricoles en armes contre le désert, est-ce une bonne idée? Dites-le nous dans les commentaires. Vous êtes sur la chaîne La Grande Construction, laissez un like, abonnez-vous et regardez la vidéo précédente.